Bonsoir, bienvenue dans votre 19-20 préparé aujourd'hui par les rédactions de Lyon et Grenoble. Au sommaire de cette édition, l'émotion toujours très vive à Annecy, 3 jours après le meurtre d'une jeune psychologue. L'auteur du coup de feu, un homme de 75 ans, allait faire l'objet d'un signalement pour agression sexuelle sur mineur. Par vengeance envers la psychologue, il aurait prémédité son geste fatal. Également dans l'actualité, la mobilisation des anti-nucléaires dans l'Ain et l'Est lyonnais. Les opposants à la centrale du Bugey ont occupé plusieurs ronds-points ce samedi pour réclamer de nouveau la fermeture du site. Enfin, de mini-conférences gratuites et plutôt insolites à Lyon. Pour avoir le privilège d'écouter les scientifiques du CNRS, il suffisait cet après-midi de prendre place à bord d'une barque et de naviguer ensemble sur le lac du parc de la Tête d'Or, tout en veillant bien sûr aux gestes barrières. Stupeur, colère et tristesse ne cessent de grandir à Annecy 3 jours après le drame. Mercredi, une psychologue d'une trentaine d'années était tuée à son cabinet. Elle s'apprêtait à signaler à la justice le septuagénaire qui deviendrait son meurtrier. Marjorie Nadal et Frédéric Pasquette. À Annecy, ce samedi matin, devant son cabinet, des fleurs, des mots et des larmes. 3 jours plus tôt, Morgane Nowallers, psychologue, a été tuée dans son cabinet. Elle s'apprêtait à signaler une agression sexuelle sur mineur commise par un homme. Et c'est cet homme qui est venu mercredi armé. Pour les passants aujourd'hui, c'est la consternation. Cette pauvre dame de 30 ans qui n'a rien demandé, qui a été tuée pour rien, quoi. C'est horrible. Il y a une jeune femme de 30 ans qui perd la vie comme ça. Sous les hurlements de son mari, il a tué ma femme. Et c'est plus tard un petit garçon qui a 18 mois maintenant et qui dira, qui saura et qui, bon, ça sera peut-être, il l'auréolera, mais n'empêche qu'il n'aura pas eu sa maman. Loubna était l'une de ses patientes. Elle a tenu à lui rendre hommage. Depuis janvier, elle venait à son cabinet chaque semaine. Elle l'a consulté la dernière fois, lundi dernier. C'était une personne très à l'écoute, très douce, qui avait trouvé les bons mots pour me remonter le moral. Je venais la voir justement pour surmonter un décès. Et j'ai l'impression que l'histoire se répète, donc c'est dur. Son mari travaillait dans le même cabinet. C'est lui qui a désarmé le meurtrier de 70 ans. Une cagnotte a été mise en place par le collectif des psychologues du centre hospitalier pour épauler cette famille en deuil. Dans l'Ain et l'Est lyonnais, des militants anti-nucléaires ont occupé aujourd'hui plusieurs ronds-points pour dire stop au fonctionnement de la centrale du Bugey après 40 ans d'existence. Par leur présence, ces opposants cherchaient aussi à alerter la population sur le projet de construction de 2 nouveaux réacteurs. Fatima Bouyablane et Arnaud Jacques. Ils sont une vingtaine à s'être rassemblés sur ce rond-point à Ambérieu, non loin de la centrale nucléaire du Bugey. Ces militants antinucléaires n'interpellent pas les automobilistes. Ils s'expriment à travers leurs panneaux. Ils réclament l'arrêt de la centrale, désormais la plus ancienne de France depuis la fermeture de celle de Fessenheim. Ces Suisses n'ont pas hésité à faire le déplacement. Ils habitent Genève, à 70 km à peine de là. En cas de vent, s'il y a un pépin, on y prend tous sur la tronche. Donc, on est concerné. En plus de ça, notre canton a un article de loi qui dit que Genève doit s'opposer à toute construction de centrale nucléaire sur son territoire et dans les environs. Dans les années 70, Anne-Cécile avait déjà manifesté dans la région contre la centrale Superphénix à Crémalville, en Isère, fermée en 1997. Aujourd'hui, les militants suisses et les autres espèrent une nouvelle victoire avec la fermeture des réacteurs du Bugey d'ici à 2030. Mais après 40 ans d'activité de la centrale, ce serait un autre avenir qui se dessinerait. Alors voilà, là, nous sommes sur le site de la centrale nucléaire du Bugey, donc les 4 réacteurs du Bugey. Et donc EDF a à terme l'intention de construire 2 nouveaux réacteurs EPR sur cette zone ici, qui est donc située entre le site actuel et la commune de Loyette, le long du Rhône, pour le refroidissement de ces futurs réacteurs. Le conseil départemental de l'Ain soutient la candidature du site pour accueillir 2 nouveaux réacteurs EPR.
Car pour les partisans du projet, l'emploi reste l'argument majeur, un argument irrecevable pour les anti-nucléaires face au danger d'accident. Beaucoup de monde ce samedi sur les routes, journée classée rouge dans le sens des retours. Les principales difficultés de circulation étaient localisées dans la vallée du Rhône. Le point avec Hugo Chaplon. Oui, les difficultés sur l'autoroute A7 se sont concentrées en milieu d'après-midi. Un trafic chargé et une circulation en accordéon entre Orange et Lyon. Sur cet axe de la vallée du Rhône, la régulation de vitesse à 110 km/h a été mise en place et le temps de parcours a été rallongé jusqu'à 45 minutes pour atteindre 2h30 pour traverser ce traditionnel point noir de la route des vacances. Bison Futé prévoit une nette amélioration du trafic à partir de 21h ce soir. Il est donc recommandé de prendre la route à ce moment-là pour rencontrer un trafic plus fluide. Demain, la journée est classée orange dans le sens des retours avec un pic rouge, toujours en vallée du Rhône, entre 14h et 18h. Notez enfin que la circulation était assez dense en direction de la Méditerranée aujourd'hui. Visiblement, la rentrée et la fin des vacances, ça n'est pas pour tout le monde. Depuis ce matin, le port du masque est obligatoire dans le centre-ville de Grenoble à partir de 11 ans. L'heure est encore à la sensibilisation, à travers notamment des stands, au contrôle et au rappel à l'ordre. L'amende s'élève à 135 € en cas de non-respect de la mesure, mais elle n'est pas encore systématique. Gare tout de même aux contrevenants récidivistes. Ils peuvent d'ores et déjà être verbalisés. Dans le sud de l'Isère, le nombre hebdomadaire de personnes positives au Covid-19 a été multiplié par 5 en l'espace de 3 semaines. La rentrée scolaire approche et avec elle son lot de dépenses. C'est pourquoi le Secours populaire organise une grande collecte solidaire. Objectif, rassembler un maximum de fournitures scolaires pour venir en aide aux plus démunis. Reportage à Mélan en Isère de Mathis Lescane et Dominique Bourget. Un hall bondé, des clients pressés et au milieu, des bénévoles essayant de les alpaguer. À l'approche de la rentrée scolaire, le Secours populaire mène une grande collecte. Le but, récupérer le plus de fournitures possible. Dans les chariots, certains trouvent de la place. Je viens juste de donner un cahier que j'ai trouvé dans le magasin. Quand on a des enfants, on sait ce que c'est, du coup on pense un peu aux autres. Et voilà. C'est un coût pour les familles, donc si on peut aider, à même acheter juste quelques stylos, c'est toujours bien. Je donne systématiquement quand il y a des collectes en direct comme ça. J'aime mieux donner des biens matériels que de l'argent. La rentrée coûtera encore plus cher cette année. Selon la Confédération syndicale des familles, pour une entrée au collège, il faut compter près de 408 € de fourniture. Alors avant cette rentrée, l'objectif des bénévoles est de sensibiliser. Les personnes nous ont bien écoutés et du coup on a quand même réussi à remplir un petit peu les caisses. Ils ont été assez généreux là, entre les cartables, cahiers, feutres, stylos. Les caisses de dons se remplissent. Dans le département, 8000 enfants sont suivis par le Secours populaire. Un chiffre qui devrait augmenter avec la crise de la Covid-19. Pour certains, ces fournitures offertes sont indispensables. Il y a des familles qui ont zéro ressource, qui n'ont rien et qui ne sont pas dans les radars de l'État, qui ne vont pas bénéficier des aides qui ont été annoncées. Ça existe. Et puis il y a aussi les familles qui sont dans une précarité, même s'ils en bénéficient d'un peu d'aide de l'État, mais ça ne règle pas tout. La prochaine collecte aura lieu mercredi à Grenoble. Le Secours populaire le rappelle. Pour continuer leurs actions, ils comptent uniquement sur la générosité publique. C'est une première en presque 30 ans. Le sommet de l'élevage n'aura pas lieu cette année. En effet, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer une dérogation pour l'événement prévu du 7 au 9 octobre. Un coup dur pour les éleveurs, mais aussi pour les exposants Camille Da Silva et Alexandre Raymond. Ces deux taureaux auraient dû participer au concours de Charolais. Depuis le printemps, cet éleveur passait de longues heures à préparer les bêtes. Le sommet de l'élevage, c'était le rendez-vous immanquable de l'année. Il aurait pu nous aider pour la commercialisation de nos futurs reproducteurs et aussi il aurait pu nous aider pour communiquer auprès du grand public, pour montrer que dans le Puy-de-Dôme, on fait même au niveau français, l'élevage français fait de la qualité. L'annulation de cette 29e édition du sommet de l'élevage est un nouveau coup dur porté à la filière qui rencontre déjà plusieurs difficultés.
Le monde de l'élevage à l'étang en particulier va mal en ce moment pour plusieurs raisons. Des raisons économiques déjà, avec une valorisation des produits qui est largement insuffisante par rapport à nos charges. Des problèmes climatiques aussi. On a une zone qui est très touchée par la sécheresse. C'est un cumul de facteurs sanitaires aujourd'hui en plus qui fait que voilà, ça commence à faire beaucoup. L'événement accueille plus de 1500 exposants chaque année, un chiffre qui fait de lui le rendez-vous européen le plus important des professionnels de l'élevage. Pour les entrepreneurs aussi, il était très attendu. Bernard Matussière, fabricant de bâches, participe au sommet depuis sa création. Son annulation est pour lui une catastrophe économique. Parce qu'aujourd'hui, on travaille à 40% pour l'agriculture. Donc si on ne fait pas le sommet de l'élevage, il va falloir qu'on trouve du travail ailleurs. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir des clients au sommet de l'élevage qui viennent nous voir que d'aller frapper aux portes des entreprises pour proposer ces services. Quand les clients venaient nous voir au sommet de l'élevage, on était sûr qu'ils avaient besoin. Donc déjà, il y avait une bonne partie de l'affaire de la négociation de fait. L'an dernier, plus d'1 million d'euros de son chiffre d'affaires avaient été réalisés grâce à l'événement. On passe à l'actualité sportive et lancement de saison réussi pour l'Olympique lyonnais pour son premier match de championnat hier soir et malgré l'absence du milieu de terrain Oussem Aouar testé positif au Covid, l'OL a facilement retourné l'équipe dijonnaise 4-1. 3 des 4 buts sont signés Memphis Depay. En basketball, rentrée réussie aussi pour l'Asvel en finale du traditionnel tournoi d'avant-saison, l'Instar Game. Les Villeurbanais ont battu hier soir l'Élan Chalon 82-70. L'entraîneur principal de l'Asvel, TJ Parker, n'était pas présent car il a été identifié comme cas contact au Covid-19. Il doit attendre un test négatif pour exercer à nouveau ses fonctions. Pas de place en finale en revanche pour la JL Bourg lors de l'autre demi-finale de l'Instar Game. C'est la JDA Dijon qui l'a emporté face au Bressan 58-53. La finale entre l'Asvel et Dijon se joue ce soir à partir de 20h30 à Bourg-en-Bresse. Quittons les parquets de basket pour une autre surface lisse, celle du lac au parc de la Tête d'Or à Lyon. L'an dernier, le CNRS avait célébré ses 80 ans d'existence en inaugurant des conférences embarquées. Le succès avait été tel que les scientifiques ont souhaité renouveler l'expérience et le contexte sanitaire n'a pas fait sombrer l'enthousiasme du public. Sylvie Bosquero et Daniel Pajonc. A priori, c'est une partie de canotage, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Mais si le geste des rameurs est un peu flottant, c'est parce que les équipages sont particuliers, tout comme leur conversation. Je peux vous demander de quoi ils parlent? Langage et évolution. Ah, on a l'ADN de 3 suspects et en fait, on va regarder lequel correspond. On ne sait pas encore bien quelles sont les molécules qui sont conservées, quelles sont celles qui sont détruites par la chaleur. Dans chaque barque, sous la casquette, un ou une scientifique venu parler de sa spécialité en 20 minutes au fil de l'eau. Une vingtaine de chercheurs qui travaillent tous dans les laboratoires rhône-alpin et auvergnat du CNRS partagent leur savoir sur toutes sortes de sujets pointus, des requins préhistoriques jusqu'au mystère du cerveau. Je vais vous parler de la mémoire de vos cellules. Pourquoi vos cellules qui se divisent, vos cellules de peau, se rappellent qu'elles doivent rester les cellules de peau et elles ne se mettent pas tout à coup à changer d'identité. Surprise, c'est en embarquant qu'on découvre le thème de la mini-conférence. Et deuxième surprise, c'est toujours le profane qui rame. Mais il aime ça et les scientifiques, eux, adorent. Ça change vraiment des conférences habituelles. On a un contact vraiment direct et on peut même répondre directement aux questions qui nous sont posées. C'est beaucoup plus vivant. Moi, ça me plaît bien. Alors c'est parfait, vous en êtes super bien sortis. La première fois, ça passe. Vous savez ce qu'on dit, il faut faire marcher et la tête et les bras. Pour ma part, c'était la première fois que je ramais, donc le fait de se coordonner, de comprendre qu'il faut aller de ce côté, en avant, en arrière, de droite, gauche, ça m'a pris un peu de temps, mais au bout d'un moment, puis de toute façon, on n'est pas obligé de ramer en permanence. Super. On n'est même pas obligé de ramer du tout, surtout quand le sujet exige une concentration totale. À bord de ces 2 barques jumelées, un chercheur en neurosciences et un médecin réanimateur pour mieux plonger dans le sujet. Pour nous, c'était le coma. Ah, ça, c'est un vrai sujet de fond. Au total, en une après-midi, plusieurs centaines de personnes seront venues naviguer sur les eaux du savoir.
On reste au bord de l'eau, direction l'Ardèche pour une très belle promenade le long du Chassac. Cette rivière coule au milieu de paysages spectaculaires qui font le bonheur des vacanciers. Reportage de Manon Harib et Guillaume Marc. Des promontoires rocheux et des plages sauvages. C'est ici, dans une Ardèche verdoyante, que serpente le Chassac. Les amateurs de plongeoires naturels y côtoient ceux qui préfèrent se dorer la pilule au soleil ou d'autres plus sportifs. Une rivière paradisiaque aux abords d'un barrage qui peut parfois jouer des tours. Elle peut monter en général de 50 cm en 1 heure, c'est la moyenne environ. Mathis a 18 ans et cette année, c'est aux abords du Chassac qu'il fait son job d'été. Est-ce que je pourrais vous déranger 5 petites minutes ou pas? Il est hydroguide. Chaque jour, il arpente les plages et prodigue des conseils aux touristes. Vous avez un peu loin, là-bas en amont, vous avez une usine hydroélectrique. Et en gros, elle peut démarrer. Pas de panique pour autant, l'eau monte très progressivement. C'est surtout auprès des personnes âgées et des enfants qu'intervient Mathis. J'aime beaucoup la rivière. Je sais que des gens viennent la découvrir, n'ont pas forcément conscience des risques. Donc voilà, c'est toujours bien un peu de leur faire prendre conscience. Le Chassac, c'est aussi un immense terrain de jeu pour les amateurs de kayak. Avec beaucoup de sérieux, ces familles écoutent attentivement les conseils de Sylvain, leur moniteur. On appelle ça communément du canoë, mais en fait c'est du kayak. Pourquoi? Parce qu'on est assis au fond du bateau, alors que dans le vrai canoë, normalement, on est à genoux. Au programme, 7 km de descente accompagnée, chacun à son rythme. Allez, on essaye de venir vers moi. Voilà, là vous êtes bien, allez-y en avant tous les deux. Plonger ou se laisser porter. Peut-être jusqu'au cours de Lydie, qui quelques centaines de mètres plus loin emmène les enfants sur les traces d'autres habitants de la rivière. Il y a le trou d'une bête là. Alors je vais d'abord poser la question aux enfants. Quel est l'animal qui peut vivre à l'intérieur? Oh ben voilà, bravo! Ces vacanciers n'auront pas croisé de castor aujourd'hui, mais ils auront pu profiter de l'immensité des gorges en toute tranquillité. Dans quelques instants, la météo, puis le journal national avec à la une le grand départ du Tour de France. Avec la pandémie de Covid-19, la célèbre course cycliste a été retardée de 2 mois. Aujourd'hui, à Nice, de la pluie et pas la foule des grands jours. Les files d'attente s'allongent devant les centres de dépistage du Covid-19, en particulier devant les centres gratuits et sans rendez-vous. Les laboratoires travaillent 7 jours sur 7. 1 million de tests hebdomadaires, c'est l'objectif affiché du ministre de la Santé. Une stratégie controversée. Très belle soirée à tous et à demain dès midi.